56 ans, après avoir chanté l'amour sur toutes les scènes de France, Patrick Fiori a enfin prononcé un nom qu'il avait juré de garder pour lui. Un seul nom qui n'était ni celui que les magazines attendaient, ni celui que les fans imaginaient. Et quand ce nom a traversé ses lèvres, quelque chose s'est brisé chez lui, comme chez ceux qui l'écoutaient. Parce que cette confession n'est pas une anecdote, people. C'est un aveu tardif, presque douloureux, la reconnaissance après des décennies de silence que l'amour n'est pas toujours celui que l'on montre, ni celui que l'on vit sous les projecteurs. C'est parfois celui que l'on tait pour survivre. Pendant plus de 30 ans, Patrick Fiori a construit une carrière faite de voix puissantes, de refrains habités et de mots qui semblaient parler à chacun de nous. Il a chanté la passion, l'absence, la promesse, la fidélité. Il a donné l'illusion d'un homme comblé, entouré, solide. Mais derrière la voix, il y avait un homme qui avançait avec une question restée ouverte. Ai-je vraiment aimé une seule fois sans tricher ? Ce soir-là, lors d'un entretien que rien ne laissait présager, la question est tombée sans détour. Simple, presque cruelle, vous avez chanté l'amour toute votre vie, mais l'avez-vous réellement vécu ? Le silence qui a suivi n'était pas télévisuel, c'était un silence humain, lourd, celui d'un homme qui mesure le poids de ses propres souvenirs. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a baissé les yeux comme on le fait quand on sait que la vérité, une fois dite, ne peut plus être reprise. Puis il a murmuré. Une fois, pas deux, pas plusieurs, une seule, et dans ce chiffre minuscule, se sont effondrées des années de suppositions, de fantasmes, de récits officiels. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Parce que certaines vérités ne trouvent leur voie qu'à l'âge où l'on n'a plus rien à prouver. Parce qu'à 30 ou 40 ans, on protège sa carrière, sa famille, ses choix, mais à 56 ans, on commence à protéger sa mémoire. Pour le public, Patrick Fiori a toujours été entouré de femmes fortes, talentueuses. Aimées, on a cru connaître ses histoires, on a cru comprendre ses ruptures. Mais ce que cette confession révèle, c'est autre chose. Il y a parfois un amour qui ne s'use pas, précisément parce qu'il n'a pas été exposé jusqu'à la corde. Un amour qui reste intact, non parce qu'il a duré, mais parce qu'il a marqué. Ce que Patrick Fiori avoue ici, ce n'est pas seulement le nom d'une femme, c'est l'existence d'un point fixe dans sa vie, d'un repère intérieur autour duquel tout le reste a gravité. Les tournées, les succès, les autres histoires, les silences aussi, et peut être que cette révélation touche autant les spectateurs de plus de 50 ans parce qu'elle réveille une douleur familière, celle des amours que l'on n'a pas su garder, mais que l'on n'a jamais cessé de reconnaître comme essentielles. Ces histoires qui ne se racontent pas à table, mais qui reviennent la nuit quand le bruit du monde se tait. Mais pour comprendre comment Patrick Fiori en est arrivé là, à ce mot prononcé trop tard, mais avec une honnêteté désarmante, il faut remonter bien avant cette confession, bien avant le silence. Il faut revenir au premier amour qui a brûlé trop fort sous une lumière trop vive, là où tout a commencé. À la fin des années 1990, la musique francophone semblait vivre un âge d'or. Les voix étaient plus grandes que nature, les émotions plus intenses, et le public affamé d'histoires à aimer autant que les chansons. C'est dans cette effervescence que deux trajectoires se sont croisées, non pas timidement, mais dans un fracas d'évidence. Lara Fabian et Patrick Fiori n'étaient pas seulement deux artistes à succès, ils étaient deux sensibilités à vif, deux volcans émotionnels prêts à entrer en éruption. Quand ils se rencontrent dans les coulisses d'une cérémonie parisienne, ce n'est pas un simple coup de foudre, c'est une reconnaissance. Patrick le dira plus tard avec des mots simples, presque naïfs. Il a entendu sa voix à la radio, puis il l'a vue à la télévision, et il est tombé amoureux, pas d'un visage mais d'une vibration, de cette façon qu'elle avait de chanter comme si chaque note était une confidence. Très vite, leur relation dépasse la romance.
Ils se comprennent sans parler, se stimulent, se poussent dans leur retranchement artistique. Ensemble, ils incarnent une idée presque mythologique du couple d'artistes, passionnés, habités, excessifs. Les médias s'en emparent, les fans projettent pour eux une histoire parfaite. On les compare à d'autres légendes, on scrute chaque geste, chaque regard. Ils deviennent un symbole, mais aimés sous les projecteurs. C'est aimer sans ombre, et sans ombre, l'intimité se dessèche. Lara Fabian est connue pour sa profondeur émotionnelle, presque spirituelle. Elle vit chaque sentiment jusqu'à l'épuisement. Patrick est dans une ascension fulgurante, happé par le rythme infernal des tournées, des interviews, des attentes. Ensemble, ils s'aiment en pleine lumière. Et cette lumière peu à peu commence à brûler. Ils tentent de protéger leur bulle, de préserver des moments à eux, mais chaque silence est interprété, chaque absence commentée. Leur amour n'est plus seulement le leur, il appartient au public. Et c'est là que la fissure apparaît, quand on ne sait plus où s'arrête l'émotion sincère et où commence la performance. Des années plus tard, Patrick résumera cette période par une phrase lourde de sens. Nous nous aimions en pleine lumière, mais parfois la lumière brûle plus qu'elle ne réchauffe. Ce n'est pas une rupture par trahison, c'est une rupture par fatigue, par saturation. Deux êtres qui s'aiment trop intensément pour survivre dans un monde qui les observe sans relâche. En 2000, ils se séparent discrètement, pas de scandale. Pas de règlement de compte public, juste deux personnes qui comprennent que continuer serait se perdre. Et pourtant, cet amour ne disparaît pas, il se transforme, il devient un souvenir fondateur, un repère émotionnel, une preuve que l'on peut aimer profondément sans pouvoir rester. Pour Patrick Fiori, cette histoire laisse une trace indélébile. Elle lui apprend que la passion peut être sublime mais aussi destructrice. Qu'un amour peut être vrai et pourtant impossible à vivre dans la durée, et surtout qu'aimer quelqu'un sous le regard constant des autres, c'est parfois ne plus savoir aimer pour soi. Ce chapitre avec Lara Fabian restera dans sa mémoire comme un feu de joie magnifique, éblouissant mais trop violent pour durer toute une vie. Un amour qui marque, qui façonne mais qui n'offre pas encore la paix. Et lorsque ce feu s'éteint, Patrick croit alors qu'il lui suffit de changer de décor pour trouver l'équilibre. Il ne le sait pas encore. Mais la prochaine femme qui entrera dans sa vie ne sera pas seulement une amoureuse, elle sera une partenaire de route, de scène, de quotidien. Et pendant plusieurs années, il pensera avoir trouvé ce qu'il cherchait depuis le début. Lorsque Julie Zenati entre dans la vie de Patrick Fiori, ce n'est pas par la porte des confidences nocturnes, mais par celle éclatante de la scène. Notre-Dame de Paris est alors bien plus qu'une comédie musicale. C'est un phénomène culturel. Chaque soir, des milliers de spectateurs, des regards suspendus, des émotions partagées, et au cœur de ce tourbillon, deux artistes apprennent à se connaître en chantant l'amour avant de le vivre. Julie est très jeune, Patrick est déjà aguerri. Entre eux s'installe une relation faite de protection et d'admiration, de travail acharné et de tendresse silencieuse. Elle dira plus tard qu'il l'a aidé à traverser la brutalité du métier, à tenir debout quand tout va trop vite. Lui découvre une partenaire fiable, présente, engagée, quelqu'un qui comprend les exigences de cette vie qui ne s'arrête jamais. Leur histoire ne se vit pas dans l'ombre, elle se construit dans les loges, dans les bus de tournée, dans les chambres d'hôtel où l'on écrit des chansons à la lueur d'une lampe. Ils partagent tout, la scène, les répétitions, les doutes, les triomphes. Pour le public, ils forment un couple évident, presque rassurant, l'amour né de la musique, nourri par elle, consolidé par la durée. Ces années, dans le monde des artistes, c'est une éternité. Ils se fiancent, parlent de mariage, de famille, d'avenir. Patrick semble avoir trouvé cet équilibre qu'il cherchait après l'incendie de la passion précédente.
L'amour n'est pas un feu violent, c'est une flamme continue, entretenue par la complicité et l'habitude. Mais c'est précisément là que le piège se referme, car lorsque l'on travaille ensemble chaque jour, lorsque l'on partage chaque instant, la frontière entre soi et l'autre commence à s'effacer. Julie le confiera plus tard avec une lucidité désarmante. Il devenait difficile de savoir où l'un finissait et où l'autre commençait. Ce qui avait été une force, la proximité, devient une cage invisible. Il ne manque pas d'amour, il manque d'air. Dans cette relation, personne ne trahit, personne ne crie. L'usure est lente, presque polie. Les identités se confondent. La femme et l'artiste, l'homme et le mentor, le couple et le duo professionnel. Tout se mélange jusqu'à créer une fatigue sourde. Et quand l'amour commence à ressembler à une répétition sans fin, il perd une part de sa magie. En 2007, ils prennent une décision rare dans l'univers médiatique, se séparer sans bruit. Pas d'interview vengeresse, pas de révélation tardive, juste un accord tacite, se laisser partir avant que l'amertume ne s'installe. Julie restera toujours respectueuse. Reconnaissante, elle dira qu'il lui a appris à exister dans ce monde. De son côté, emporte avec lui une leçon essentielle. Aimer longtemps ne suffit pas si l'on s'oublie soi-même. Cette histoire n'est pas celle d'un échec, c'est celle d'un apprentissage. Patrick comprend alors que l'amour peut être solide, durable et pourtant insuffisant pour combler ce qu'il cherche au fond de lui. Il a connu la passion qui brûle, puis la complicité qui rassure. Il lui manque encore quelque chose qu'il ne sait pas nommer, la paix intérieure, et c'est précisément à ce moment-là, lorsqu'il croit avoir tout vécu, l'intensité, la durée, la fidélité, qu'une femme entre dans sa vie sans bruit, sans projecteur, sans promesse spectaculaire, mais avec une présence qui va bouleverser tout son rythme. Lorsque Patrick Fiori rencontre Ariane, il ne cherche plus l'ivresse. Il sort à peine d'années intenses, d'amour vécu sous tension, de relations où tout allait trop vite. Cette fois, rien ne ressemble à un coup de foudre spectaculaire. Il n'y a pas de feu d'artifice, il y a autre chose, quelque chose de plus rare, une sensation de calme. Ariane n'est pas fascinée par la célébrité, elle ne cherche ni la lumière, ni l'approbation du public. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la voix que tout le monde connaît, mais l'homme derrière le nom, celui qui doute encore, celui qui porte ses origines corses et arméniennes comme une histoire intime, celui qui aspire à une vie plus simple. Très vite, Patrick comprend qu'avec elle, il n'a pas besoin de jouer un rôle. Leur relation se construit loin des tapis rouges. Ils s'installent entre Paris et la Corse, choisissent la discrétion, le quotidien, la lenteur. Ils se marient, des enfants naissent, une famille se forme à l'abri des regards. Pour la première fois, Patrick Fiori vit une vie où la musique n'est plus le centre absolu, mais une partie d'un tout vaste. Ariane devient bien plus qu'une épouse. Elle est une alliée créative, une confidente, une présence constante. Elle coécrit avec lui, l'accompagne sans jamais s'imposer. Patrick insiste d'ailleurs sur ce point. Il refuse qu'on la réduise au rôle de femme. Il est même plus exigeant avec elle qu'avec d'autres pour que son talent soit respecté. Ensemble, ils construisent une œuvre discrète mais profonde, nourrie par la vie réelle. Pendant des années, leur équilibre semble solide. Pas de scandale, pas de déclarations tapageuses, juste une existence partagée faite de matins ordinaires, de repas en famille, de chansons écrites dans le silence. Pour beaucoup, c'est la définition même du bonheur adulte. Et pourtant, c'est là que se glisse une vérité plus inconfortable. La paix, quand on ne l'a jamais vraiment connue, peut devenir déroutante. Patrick l'avouera plus tard avec une honnêteté désarmante. Il ne savait pas comment vivre dans le calme, ce qui était une force. La stabilité, la constance.
La douceur commence à lui sembler presque invisible, comme si l'absence de drame finissait par créer un vide. La distance ne s'installe pas brutalement. Elle arrive lentement, sans bruit, pas de dispute mémorable, pas de trahison immédiate, juste deux trajectoires qui s'éloignent imperceptiblement. Les silences deviennent plus longs, les absences plus fréquentes. L'amour est toujours là, mais il n'est plus interrogé, plus questionné, plus protégé. Ariane, fidèle à elle-même, reste discrète, elle se replie sur l'essentiel, les enfants, la création, la transmission. Elle ne réclame pas, ne dramatise pas, et c'est peu être cela, paradoxalement, qui rend la séparation encore plus douloureuse. Car rien ne vient justifier clairement la rupture. Elle ne repose pas sur un choc, mais sur un glissement. Quand ils prennent finalement des chemins séparés, il n'y a toujours pas d'annonce officielle, pas de mise en scène médiatique. Leur histoire se termine comme elle a vécu, dans la retenue. Mais ce que Patrick ne comprend pas encore, c'est que certaines histoires ne s'achèvent jamais vraiment. Elles continuent d'exister en sourdine, dans la mémoire, dans les gestes, dans les chansons. Ariane n'a pas été seulement une compagne de route. Elle a été le socle, celle qui lui a offert ce qu'il cherchait sans savoir le nommer, une vie entière, et pas seulement une grande histoire d'amour. Et parfois, c'est seulement quand on croit avoir trouvé autre chose que l'on réalise ce que l'on a perdu. Car au moment même où cet équilibre se défaisait, une rencontre inattendue allait surgir, plus jeune, plus imprévisible, et précipiter Patrick dans un nouveau chapitre aussi lumineux que dérangeant. À l'automne 2021, la vie de Patrick Fiori bascule sans prévenir. Pas lors d'un tournant de carrière ni d'un succès inattendu, mais dans un lieu qu'il connaît par cœur, les coulisses d'un concert. Ce soir-là, à Toulouse, la salle est encore vibrante d'applaudissements lorsque Patrick croise le regard d'une femme qui n'appartient pas à son monde. Elle s'appelle Charlène, elle a 27 ans, elle est enseignante et elle ne sait presque rien de l'homme qui se tient devant elle. C'est précisément ce qui le désarme. Charlène n'est pas venue chercher une légende. Elle n'attend ni privilège ni promesse. Elle ne parle pas de carrière, de disques ou de tournée. Elle écoute. Elle pose des questions simples. Elle regarde Patrick comme un homme ordinaire, pas comme une voix célèbre. Pour la première fois depuis longtemps, il a le sentiment d'être vu sans filtre, sans rôle à tenir. Selon des proches, leur conversation dure bien au-delà du raisonnable. 1 heure, peu, être plus, le temps semble suspendu. Ce qui devait être un échange banal devient un moment de bascule. Patrick ne cherchait rien. Il n'était pas malheureux, dit-on, mais il était fatigué. Fatigué de porter une identité publique. Fatigué de vivre dans un équilibre devenu silencieux. Dans les semaines qui suivent, les échanges se multiplient. Messages, appels tardifs, puis des rendez-vous discrets, très discrets, car Patrick sait ce qu'il risque. Il sait aussi ce qu'il ressent, une légèreté qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Avec Charlène, tout semble plus simple, moins chargé, moins lourd de passer. Mais cette simplicité a un prix, peu à peu. Il passe davantage de temps dans le sud de la France. Il s'éloigne de Paris. Il s'éloigne aussi d'Ariane. Et au printemps 2022, la décision tombe comme un coup. Patrick quitte le foyer qu'il partageait depuis plus de 10 ans pour son entourage. Le choc est immense. Famille, collaborateurs, personne n'avait vu venir cette rupture aussi rapide, aussi radicale. Lui reste ferme. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, confiera un proche. C'est une question de survie intérieure. Patrick ne veut plus jongler entre les attentes, les obligations, les silences pesants. Il veut respirer. Il s'installe à Ajaccio, dans un appartement moderne face à la mer, un refuge, un repli, une tentative de recommencement. Avec Charlène, il découvre une relation sans code médiatique. Elle refuse les projecteurs.
Elle ne donne aucune interview. Son nom n'apparaît dans aucun communiqué officiel. Patrick, cette fois, protège farouchement cette discrétion, comme s'il avait appris, dans la douleur, que l'exposition détruit parfois ce qu'elle éclaire. Début 2023, un enfant naît de cette union inattendue, un fils. Il s'appelle Ange, un prénom lourd de symboles, choisi par Patrick comme un signe de renaissance, de seconde chance. Il devient père pour la 3e fois, mais contrairement aux précédentes naissances, il n'y a pas de couverture médiatique, pas de photos, pas d'annonce publique, juste une joie intime, presque secrète. Et pourtant, malgré cette paix apparente, quelque chose intrigue ceux qui suivent Patrick Fiori depuis longtemps. Ses nouvelles chansons sont plus douces, plus introspectives. Elles parlent de renaissance, mais aussi de manque, de fragilité, d'un passé qui ne se referme pas complètement. Lorsqu'on l'interroge sur l'amour, il hésite. Il parle du présent avec respect, mais évite toujours le mot pour toujours. Alors la question se pose, silencieuse mais insistante. Charlène est-elle l'amour tardif d'un homme enfin apaisé, ou l'échappatoire d'un homme qui n'a pas su faire le deuil de ce qu'il a perdu? Peut-on réellement recommencer quand une partie de soi reste accrochée ailleurs? Patrick ne répond pas encore, car la vérité la plus troublante n'a pas encore été dite. Elle n'apparaîtra ni dans une chanson, ni dans une confidence volée, mais lors d'un moment inattendu face à une caméra, quand il acceptera enfin de regarder son passé en face. La vérité surgit rarement quand on l'attend. Elle apparaît souvent quand on baisse la garde. C'est exactement ce qui se produit lors d'un documentaire diffusé en première partie de soirée, un documentaire consacré aux racines de Patrick Fiori. Rien d'un piège médiatique, pas de provocation, juste un climat de confiance, des archives, des souvenirs, et cette question posée doucement, presque à voix basse. Vous avez chanté l'amour toute votre vie, mais l'avez-vous vraiment vécu? Patrick ne répond pas tout de suite. Il regarde ailleurs. Il sourit. Un sourire fragile, chargé de nostalgie. Puis le silence s'étire. Un silence que l'on n'ose pas couper. Quand il reprend la parole, sa voix a changé. Elle est plus grave, plus lente. Une fois, dans ce une fois tient toute une vie, l'intervieweur n'insiste pas brutalement. Il attend. Et la question suivante tombe. Simple, inévitable. Et qui était-elle? Patrick ferme les yeux un instant, comme si prononcer ce nom allait rouvrir une porte qu'il avait mis des années à sceller. Puis, il murmure « Ariane ». C'était toujours Ariane. Le studio semble se figer. Pour les spectateurs, c'est un choc. Pour lui, c'est un abandon. Il ne s'agit pas d'une déclaration romantique tardive, mais d'une reconnaissance nue. Ariane n'était pas seulement une épouse, ni même une compagne de route. Elle était celle qu'il avait vue sans le costume, sans la voix projetée, sans la foule, celle qui avait aimé Patrick Chouchayan. L'homme avant l'artiste, dans les interviews qui suivent, il précise, il parle des détails invisibles. Les cafés partagés au petit matin en Corse, les textes écrits tard dans la nuit, l'éducation de leurs enfants loin des objectifs. Il avoue aussi ce qui fait le plus mal, avoir pris cette paix pour acquise, avoir confondu le calme avec l'ennui et, quand une tentation plus jeune, plus légère, plus inattendue s'est présentée, s'y être accroché comme à une promesse de renouveau. Ce n'était pas une seconde chance. Dire raté, c'était une échappatoire. Cette phrase résonne longtemps, parce qu'elle ne condamne personne. Elle n'efface ni Charlène, ni le présent qu'il construit aujourd'hui. Elle dit simplement une vérité universelle. On peut recommencer une vie sans jamais remplacer ce qui l'a fondée. Ariane, de son côté, ne répond pas. Pas de communiqué, pas de réaction publique. Son silence est constant, digne, presque assourdissant. Elle continue sa vie, protège leurs enfants, écrit pour d'autres artistes sous pseudonyme. Ceux qui la connaissent disent qu'elle a toujours su,
qu'elle n'avait pas besoin d'une caméra pour confirmer ce qu'elle avait déjà vécu. Charline reste à l'écart, elle incarne le présent, la stabilité retrouvée, la simplicité choisie. Leur fils grandit loin des projecteurs. Patrick protège cette nouvelle vie avec une attention presque fébrile, comme s'il craignait de la voir se dissoudre sous le poids des mots. Alors que reste-t-il au fond de cette confession tardive? Est-ce une clôture, un apaisement ou un regret que l'on accepte enfin de nommer? Peut-on aimer à nouveau quand l'amour de sa vie appartient au passé? Et surtout, faut-il renoncer à dire la vérité pour protéger le présent? Dans ses chansons récentes, Patrick semble marcher sur cette ligne fragile. Heureux, dit-il, mais conscient que certains silences continuent de chanter. Et vous, qu'en pensez-vous? Peut-on vraiment tourner la page quand une partie de soi est restée ailleurs? Si cette histoire vous a touché, et abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités sur vos artistes préférés.